Cette année, nous avons voulu travailler d'une façon différente. Tout d'abord, la persévérance à Mende, ce n'est pas seulement une semaine, ce sont des projets pendant toute l'année scolaire, des dizaines de projets pédagogiques sur tous les établissements. Et c'est un peu naturellement que nous nous sommes dit qu'il fallait aller vers de la captation audiovisuelle. Et c'est tout aussi naturellement que nous avons mis à disposition le projet pédagogique Rostand Télévision pour l'ensemble des établissements. Comment Rostand Télévision a géré la semaine de la persévérance? Il y a eu beaucoup de pression sur l'équipe parce qu'il fallait être dans 4 lieux différents, parfois pour 4 projets simultanés. Nous avons tout fait pour que ce soit abouti très rapidement et nous espérons que vous allez vous intéresser à tout ce qu'on vous présente. L'après-midi, c'était sur le module de section aviron qu'on a au collège. C'est un module qui existe depuis maintenant 5 ans, si je ne dis pas de bêtises. On a 32 élèves qui viennent 4 heures au collège dans leur emploi du temps pour faire de l'aviron. Voilà, sur lesquels on développe à la fois l'aspect aviron, puis sportif. On a des rameurs très confirmés, des enfants qui sont là depuis maintenant 4-5 ans avec nous et qui s'entraînent 4 voire même 5 fois par semaine. Et puis des jeunes débutants qui ont commencé l'aviron depuis cette année. Et des élèves qui viennent lundi, mardi, mercredi, jeudi et qui en général sont en compétition les samedis 5-6 fois dans l'année. Nous, notre mini-entreprise, elle a pour but de
de créer des projets bons pour la nature qu'on va revendre après. Les produits seront commercialisés. On va avoir de l'argent, c'est du vrai en fait, c'est pas du faux, on emprunte vraiment de l'argent dans une vraie banque. Ouais, bah oui, ça plaît parce qu'on est qu'en 3e et qu'on a déjà des revenus, enfin des revenus. On a déjà de l'argent dans la main, des produits à faire pour les attentes de chacun, tout ça. L'intérêt, c'est quand même de mettre en situation des élèves de 3e, 15 ans, dans une situation d'entrepreneuriat. C'est un processus qui va durer 10 mois, de la naissance d'une idée qui n'est pas évidente à faire accoucher, jusqu'à la production finale, la vente, et voir, pourquoi pas, le bénéfice. Il faut que tout le cahier des charges ait été conclu, donc on ait des comptes propres, que sur le plan du marketing, ça ait bien fonctionné, que sur le plan du service technique, ça ait bien fonctionné également. On va avoir, quand on va commencer vraiment la production, des commandes. En fait, c'est la 3e année qu'on fait ce projet en fait, de création d'une entreprise. Et voilà, à chaque fois, on a eu un succès. Puisqu'on a eu des prix, des concours, puisqu'on participe au concours régional des créations d'une entreprise. Parce que nous, on a une politique de fabriquer un produit, de concevoir un produit. On ne veut pas faire de l'achat et de la revente. Voilà, 2 élèves du groupe va présenter son projet et défendre afin de avoir ce qu'on appelle le capital d'une entreprise pour pouvoir acheter des matières premières. Et après, une fois qu'on aura nos matières premières, on pourra fabriquer nos produits. Et je rappelle aussi que les bénéfices qu'on pourra dégager, on s'engage à verser 20% de nos bénéfices à une association caritative donc qui a été choisie par les élèves. Ensuite, j'en voudrais une 3e et une 4e. Cécilia? Ces accompagnatrices. Ça fait quoi ça? Il a pris les bonbons de l'autre là-bas. Alors on va dire l'enfant Du grand frère. Donc il veut le frapper. Et sa maman il est en train de lui toucher un tableau pour chaque extrait. Il y a 2-3 extraits. D'accord? Je vais vous donner des extraits de vos textes. Qui a son texte ici? Moi. Alors, est-ce qu'il y a un tableau des merveilles ici? Il faut que vous trouviez une façon de vous positionner. Comme vous allez voir le comédien pour la première fois, ça serait bien que vous lui montriez ce que vous avez mis en place là pour les tableaux images. Des fois, j'aimerais bien l'avoir en vrai. Pas dans le téléphone avec les gens. J'aimerais avoir une boîte vocale des fois. C'est quoi là? Prenez tout l'espace, espacez-vous possible, c'est-à-dire ne pas vous heurter. Je vais vous donner. Là c'est plutôt, moi c'est plutôt 2 là. 2. 8. C'est qui déjà l'auteur de Pinocchio? Shakespeare. C'est pas Shakespeare. Moi je suis Le rôle d'une rédactrice en chef, c'est d'encadrer les journalistes qui sont ici, voir s'ils finissent bien leur article, avancer avec eux, s'ils ont des problèmes, les aider. Comment ça se passe la création du journal? Eh bien, les professeurs mettent le lien de l'article en ligne pour que tout le monde puisse aller le voir. Le journal, c'est quoi? C'est un mensuel? Alors, c'est à peu près un mensuel. On essaye de faire tous les mois, mais avec les vacances scolaires, ça décale c'est pas trop facile. Un peu avec Soisy comme rédactrice. C'est quoi votre article, si c'est pas indiscret? Je fais là. Alors après,
En fait, je fais des images pour les articles des autres et je dessine aussi les couvertures des journaux. Sur quoi? Sur la création de la France. D'accord. Tu bosses sur quoi? Ton article, c'est quoi? Les raptors sont des dinosaures parmi les plus rapides. Ils avaient des plumes, c'était prouvé, scientifiquement. Je viens de découvrir l'atelier journal, est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu? C'est un projet, c'est vrai, hyper enthousiasmant. Donc, tout a commencé avec des élèves qui m'avaient tenté de monter déjà ce projet-là une année précédente. Et puis, on les a croisées, elles sont venues nous trouver. Et on a décidé de les aider, de les accompagner dans ce projet-là. Ça fait maintenant plus d'1 an et demi que ça dure et ça ne fait que se développer. On a 2 nouveaux journalistes. À chaque journée porte ouverte, on a encore des inscriptions. Donc, c'est vraiment un grand moment de bonheur. J'ai bien aimé l'expression, c'est un presque mensuel. Parce qu'avec, en effet, c'était super. Oui. C'est ça, hein, avec les vacances scolaires, c'est un peu compliqué. C'est presque mensuel dans le sens où on aimerait bien publier tous les mois, mais en réalité, c'est plutôt tous les 2 mois. Hein, parce que, en effet... l'hebdomadaire, c'est pas pour tout de suite, quoi. L'hebdomadaire, ça va être plus que compliqué. Les élèves ont quand même besoin d'un peu de temps pour faire leurs recherches, pour développer leur article. Et on n'a qu'1 heure par semaine. Les élèves peuvent travailler un peu chez eux quand même, puisqu'ils ont un lien sur le NT qui leur permet ensuite de continuer à travailler à la maison. Ils ont l'air heureux et dynamiques. C'est leur journal. C'est ce que je vois. Ce qui est agréable, c'est que ça reste. Les élèves choisissent leur thématique, on en discute ensemble. On n'a jamais censuré un article jusqu'à présent. Les élèves choisissent ce qui leur plaît, et comme ça les intéresse, ils sont contents de partager. Des journalistes avec une liberté d'expression, c'est bien ça. Voilà, on en a profité, n'est-ce pas? L'idée, c'est que vous passiez le message sur votre expérience de cette année, toute la vie du lycée. D'accord? Quelles sont les différences, les points communs avec ce que vous avez vécu en 3e? Les cours vont être différents. Oui, ça c'est sûr. Vous donnez votre sentiment. Comment vous vivez cette expérience aujourd'hui? C'est bien, comme ça on présente ce qui va se passer l'année prochaine. Tu sais ce que tu veux faire après? Oui. ST2S et faire une école d'infirmière. Boubou Sissoko, voilà quoi. Futur joueur du Real Madrid. Est-ce que tu es content de faire ce que tu fais aujourd'hui, c'est-à-dire d'expliquer à tes copains comment ça se passe et comment ça va se passer pour eux? Ouais, je suis très content. Hein. C'est un honneur de venir présenter le lycée Condorcet à des 3e pour leur montrer que voilà quoi. La transition entre 3e seconde est très importante. Vous êtes contente de ce qu'on fait aujourd'hui? Très contente. Vous êtes fiers? Ravie de revoir nos anciens élèves et ravie de préparer nos futures secondes à l'entrée. Ils sont bien, ils ont un joli discours. Hein. Oui. Vous avez l'impression que c'est grâce à vous? Un petit peu. Moi, surtout aux professeurs. Si vous aurez un temps, vous pourrez poser des questions. Vous déposez ce document. On va vous parler un peu de tout ce qui est emploi du temps, travail. Déjà 35 minutes. Pas comme lycée. Là c'est pas une challenge, c'est qu'en fait il faut toujours être autonome. Et vous êtes 9 maximum? Non, 16. Littérature et société. Aujourd'hui, c'est vrai que oui, bien récupérer les cahiers, donc tout va bien. Tout va bien. À peu près. Il ramène de chasse à passer. Et qui est la type de Limay alors? Il y en avait pour le lycée. Il n'y avait pas le choix. Alors ça c'était là. Ouais. C'est long comme ça. Mais sauf que
Vous êtes contente de ce que vous avez fait? Oui. Mais là, on vient d'ouvrir le four. On a goûté en cachette. Ils ont été très sérieux, ils ont pris à cœur le travail qu'on leur demandait. Nous avons fabriqué 12 cakes au lieu de 8 et normalement ça devrait être réussi et leur travail est bien évidemment mis en valeur au sein du collège. Bonjour. Votre père a été là pendant... Aujourd'hui, on rencontre donc les témoins qui ont connu la guerre et qui viennent donc vous raconter un petit peu tout ça. Comment avez-vous appris l'annonce de la guerre? Quelle a été votre réaction après cette annonce? J'ai grandi au fur et à mesure que la guerre se traînait, parce qu'elle a duré 5-6 ans. Donc après, j'ai commencé à être conscient. Et moi, pour moi, les premières conséquences de la guerre que j'ai connues, c'est les privations. Il fallait des tickets pour avoir du pain, tout était rationné. On avait énormément de maladies qu'on ne connaît plus maintenant. Pas de maladies, mais d'ennuis qu'on ne connaît plus maintenant. La gale, les furoncles. Pourquoi tu as quitté la maison? Je sais pas, je m'en rappelle pas tellement, mais mes parents m'ont dit il faut qu'on parte parce que les Allemands arrivent. Dans le dos, ça servait comme charrette. On avait mis tout le linge, je partais jusqu'à Grignon. Grignon, c'est dans la région, je sais pas où. On est arrivé dans une porcherie. Et là, on a plusieurs familles qu'on s'est regroupées. Donc on a mis les personnes âgées et les enfants dans un tombeau avec les chevaux. Et puis les parents suivaient derrière avec leur vélo ou à pied. Et tous les soirs, on couchait dans les bois. Alors je suis partie avec des chaussures, mais je suis revenue sans chaussures. Les Allemands rentraient-ils chez vous sans autorisation? Oui. Je dirais que moi, ma mère, elle avait toute une série de casseroles en cuivre. Alors ma mère avait tout caché dans la cave. Et elle a apporté quelques casseroles pour leur faire croire qu'elle portait ce qu'elle avait. Et on avait hors de les porter à une fonderie qui était boulevard Wilson. Est-ce que vous avez vu la destruction du pont de Limay? Qui a fait sauter le pont? Les Allemands? Non, c'est les Français. C'est les Français. Pourquoi? Alors, les Français, que les Allemands y passent. Les Allemands ont vraiment déferlé sur la France. Ils sont passés par la Belgique. Et au fur et à mesure qu'ils avançaient, le génie militaire faisait sauter les ponts de manière que ça ralentissait, soi-disant, l'armée allemande. Quel a été le moment le plus marquant de la guerre? La libération. Parce qu'on était bombardés par les Américains. Quand les Américains sont arrivés. Et puis on était bombardés par les Allemands. Quand on est arrivé, quand mes parents ils avaient dans l'étage, ils avaient mis leurs tomates à l'ouvert sur la fenêtre. Et quand les Américains sont arrivés, ils voulaient, on leur lançait tous les gars qu'on avait sur le dessus de la fenêtre, on leur lançait. Je ne connaissais pas le problème. Pendant cette période-là, il y a eu des bombardements. La rue de Paris, on ne connaissait pas bien. Vous allez, je mets une vidéo, il y a un aviateur anglais. Ici, vous avez donc une association d'anciens combattants qui sont venus vous présenter un petit peu ce qu'ils font, leur association. Notre rôle, c'est de participer aux commémorations. Par exemple, moi, ma maman, qui avait votre âge, en 40, son papa un jour il est parti, il n'est pas revenu. Et il figure sur un monument aux morts. Et donc on est là pour perpétuer la mémoire de tous ces gens qui n'ont rien demandé et qui sont partis contraints et forcés et qui, pour certains malheureusement, y ont laissé leur vie et avec ensuite tous les drames d'orphelins et autres que cela a entraîné. Je suis convaincu que parmi vous, vous avez tous une personne de votre famille, des aïeux, qui sont morts à la guerre. Ça symbolise quoi vos médailles? La croix du combattant. C'est le TRN, c'est-à-dire titre de reconnaissance de la nation. Et donc on sera très intéressé de pouvoir vous rencontrer et puis surtout déjà de vous recevoir lors d'une manifestation au Monument aux Morts. Je pense que ça sera déjà un premier pas. Prière. Je vais vous Anouk, bonjour. Bonjour. Je voudrais que tu me parles un petit peu de cette journée, que tu me racontes un petit peu, que tu me dises
ton ressenti? Qu'est-ce que tu en as pensé? Déjà, j'étais heureuse. J'étais un peu honorée de rencontrer des personnes qui ont résisté, qui ont vécu la guerre à Limay. J'avais déjà rencontré Michel à la commémoration du 11 novembre. J'étais là, je l'avais vu du coup. Et après ils nous ont parlé, donc c'est bien, ça nous a permis de connaître plus de choses. Et pourquoi c'est important? Pour que les gens ne refassent pas la même erreur. Vous voulez me raconter un petit peu la journée d'aujourd'hui, comment ça s'est passé? C'était très très bien. Je pense qu'on a fait de gros progrès avec les jeunes pour leur faire comprendre beaucoup de choses de ce qui s'est passé pendant la guerre et après la guerre. Et puis faire connaître notre association aussi, je pense que c'est très important. Et bon, je pense que des jeunes viendront nous rejoindre. C'était bien, c'était intéressant. Leur parcours, leur vécu, sachant qu'ils étaient enfants et qu'à notre âge, ça peut choquer. Pourquoi c'est important le devoir de mémoire? Pour ne pas oublier les atrocités qu'ils ont subies. Parce que moi, j'ai pas connu mes grands-parents, donc je sais pas du tout ce que c'est que la guerre. Je suis née après la guerre, donc il faut pas que ça recommence. Nous, c'était obligatoire d'aller au monument aux morts quand il y avait une manifestation. Les instituteurs nous emmenaient toujours, que maintenant, les écoles s'en Ça se fait moins. Alors ça te fait quoi? C'est génial, ça peut même pas s'expliquer. C'est pas bon. Patrick Servi, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Ressent Télévision. Bienvenue. On va parler un petit peu du café philo. J'aimerais bien avoir un petit peu votre opinion. D'abord, expliquez-nous pourquoi on n'a pas d'image et pourquoi on n'a pas pu filmer. Alors avant tout, je voudrais vous présenter le café philo. Le concept, c'est, dans le café philo, il n'y a pas de café et on ne parle pas de philo en tout début de séance. En revanche, la philo, c'est quelque chose qui est le fil conducteur de la séquence. Les élèves choisissent un thème et s'expriment très librement sur ce thème. C'est-à-dire qu'à la séance suivante, c'est les élèves de la séance en cours qui présentent, qui préparent un thème et qui l'animent. On est tous participants, il n'y a pas de statut, il n'y a pas de professeur, il n'y a pas d'élèves, il n'y a pas de personnel de direction. On est tous des êtres humains qui participent à la séance qu'on appelle le café philo. Les élèves ne souhaitent peut-être pas être filmés parce que ça couperait la liberté de mots, ça les empêcherait de s'exprimer très librement comme ils le font. Et je vous avoue, quand on a des thèmes comme la sexualité, la culture, la religion, c'est mieux de pouvoir parler librement, sans contrainte, peut-être sans trace également. À la création, les élèves cherchaient des mots pour pouvoir dire des choses un peu correctes. Là, plus ça va, plus ça devient du discours, de l'oral. C'est plus spontané, voilà, c'est plus spontané. Alors ce qui est toujours indicatif, c'est que nous avons commencé il y a 3 ans avec 4 élèves. On est actuellement une 50aine. Adultes et élèves confondus, on va dire participants. Parce que des professeurs nous ont rejoints cette année, qu'ils ne faisaient pas les autres années, des adultes de l'établissement, CPE, infirmières. Espace de dialogue libre, sans censure. Si tu veux parler, viens, on t'écoute. Moi, que vous soyez calme et que c'est pas grave tout ça. Où, qui, quoi, et seulement. Il y a plein de choses à faire. Toi. Moi, je Vous faites les paroles aussi. Voilà. Bonjour. Bonjour. Monsieur. Monsieur. Pizza. Moyen. C'est bien, c'est bon ou pas? Oh là là. Oui, il est petit, hein.
J'ai pas trop aimé. Mais c'est quoi ça? Moi j'ai demandé les grands, la grande, pas la petite. C'est un coca, c'est bon. Non, ça. mais Moi, j'ai pas tu vas payer ça? Non, je ne vais pas payer. Non, c'est bon. Je travaille avec une classe qui apprend le français. Ah, ils ont un très très bon niveau de français, vraiment. Mais je trouvais ça très intéressant de travailler sur l'improvisation parce que ça leur permet de parler, donc de travailler leur langue française. Donc là, ça leur permet de libérer leur créativité. Je leur demande des choses très simples. C'est où, qui, quoi. Et certainement pas comment. Parce que comment, ce qui est important, c'est l'expérience. Donc, où se passe l'histoire, qui sont les personnages et que font-ils? Comment ça veut dire qu'on commence à être dans l'écriture et donc du coup, ils ne pourront pas être dans l'expérience. Ce qui est important, c'est de découvrir au moment où ils jouent, ah tiens, on va là, tiens, on fait ça. Je le vois tout de suite. Je vois dans leur aisance sur scène, dans leur amusement, dans leur créativité. Ça va très très vite, ils s'ouvrent très vite et ils sont plein de créativité. Ils demandent que ça. Clément, vas-y, tu nous lis. Ma. Ni Haoma, tu vas bien? Ni de Mama Haoma, ta maman va bien? Ta de Mama Haoma, sa maman va bien? Ni hao ma? Ni hao ma? Ni de mama hao ma? Ni de Mama Haoma? 是吗？是吗？是的。是的。不是。不是。 Et ça veut dire quoi? Être. Être. Voilà. Aujourd'hui, on apprend un deuxième sens. Donc, on fait une question. 是吗? Ça correspond en français à bon, c'est vrai. Ok? Donc, c'est une question. Et quand c'est négatif, on dit 不是. 不是. Voilà. Ça, on tourne page 12. S'il vous plaît. 发，不要发我，他不要发我，elle n'est pas en France. On révise parce qu'on a déjà appris par l'oral les pays. Et les pays et les citoyens du pays et puis la langue. 我在法国。你在哪里？你在哪里？他在中国。他在中国。 Alors, fa, j'ai déjà expliqué qu'est-ce que c'est. Guo, tout le monde écrit dans votre cahier. Et puis en chinois, on ferme toujours au dernier moment. Hein. En fait, c'est un rectangle qui représente la terre. Wang. Un horizontal, deuxième trait horizontal, troisième trait horizontal. On le coupe au milieu. Wang, ça veut dire roi. On prend les terres, voilà. On représente son boulevard et c'est à lui. Donc, Guo, ça veut dire pays. Fa, Guo, c'est la France. Et la Chine? Zhongguo. Zhongguo. On se veut formel, mais malgré tout, comme on se connaît un tout petit peu, il n'y a pas cette barrière formelle. Si vous allez à Sciences Po, ça sera vraiment formel, contraignant et stressant. On essaie quand même d'être assez précis et dur dans nos questions. Donc c'est aussi pour tester votre capacité à vous adapter, à rentrer dans le moule entre guillemets Sciences Po. Je dirais qu'un premier bulletin voté le 9 novembre 2017 par les États généraux qui agit comme agent et qui a de l'air, du sol, de la terre. Il y a aussi donc, le monde journalistique et donc le lobbying qu'on va trouver sur le monde journalistique dans les agences européennes. Et de l'influence que ces articles peuvent avoir, enfin pourraient avoir sur l'opinion publique. Du coup, chaque article a son point de vue et cherche à influencer en fait plutôt donc en fonction de l'orientation politique, plutôt la droite va plutôt chercher à ce qu'on garde les produits phytosanitaires, contrairement à la gauche qui va être plutôt contre, en cachant des études. Je
présente, je m'appelle Dina, j'ai 19 ans, bientôt 20. Et donc moi, si tout se passe bien, au mois de juillet, je partirai aux États-Unis pendant à peu près une semaine. C'est voir les femmes, comment leur vie en fait, voir leur quotidien aux États-Unis. Les businesswomen, les femmes, même les femmes qui vivent chez elles, les ménagères, tout. J'aimerais bien voir comment ça se passe, s'il y a des différences ou pas, si elles ont plus de contraintes, on va dire, d'être une femme que nous en France on peut l'avoir. Pour moi, les femmes aux États-Unis, elles arrivent à plus s'affirmer que nous. Je sais pas pourquoi. Elles sont plus libres, elles ont plus de... Elles savent plus s'affirmer que nous, on est légèrement en retrait, je trouve. On est toujours derrière. Comment une jeune fille de 19 ans, tout d'un coup, se dit j'ai envie d'aller aux États-Unis pour voir un petit peu comment ça se passe? J'ai toujours eu envie de voyager, en fait. Et ma mère, elle tient une association, elle est présidente d'une association. Grâce à cette association, on fait des projets humanitaires. On est parti l'année dernière au Maroc. Pendant une semaine, on est parti dans un orphelinat. Et on a fait la distribution aux petites filles de soins hygiéniques, cartables, matériel scolaire, etc. Et on a vu à quel point en fait, la vie des petites filles, des filles aussi, des adolescentes, pouvait être très difficile, surtout dans des endroits comme ça. Donc ça t'a donné envie d'aller, de rendre service, de voyager. Et les États-Unis, bah, c'est un... Est-ce que c'est un rêve de petite fille ou c'est... Oui. Ouais. Oui. Je vois tous les films et tout, ça donne toujours envie en fait. T'as jamais mis les pieds là-bas? Non, jamais. T'as vu que ça à la télévision ou dans les séries américaines? D'accord. Je voyageais par les séries. Moi, ce que je te propose peut-être, c'est de revenir nous voir pour nous raconter un petit peu comment ça s'est passé. On fait comme ça? On fait comme ça. D'accord. À bientôt. À bientôt. Je m'appelle Iba, j'ai 17 ans, bientôt 18. Et je suis en terminale SSI à Jean-Roston, à Mantes-la-Jolie. Je viens du Maroc, c'est depuis septembre 2017 je suis à Roston. Quand tu étais au Maroc, qu'est-ce que tu te faisais comme idée de la France? On va dire que la société marocaine, elle nous vend beaucoup la société française comme si c'était tout beau tout rose, évidemment, comme dans les films, comme dans les Disney. Mais c'est pas trop ça. C'était un peu difficile au début, les 2-3 mois c'était assez difficile. Comment on t'a fait sentir On me posait beaucoup de questions comme si vous avez des chaussures au Maroc, vous marchez pieds nus au Maroc, il y a du sable partout au Maroc. Ah, t'écoutes ça comme musique. Ah, tu parles français. Ah, comment ça se fait si... C'est plein de questions, enfin on va dire, pour moi c'était des questions bêtes. Après non, après ça s'est calmé, après tout allait bien. Pour vous dire, le premier jour où je suis venue, j'ai à peu près parlé à tout le monde. Les collègues de ma classe, premier jour j'ai fait la route avec eux pour les accompagner chez eux. Après ma terminale, mon année terminale, je souhaite faire un DUT technique de commercialisation, option commerce international, parce que c'est ce qui m'intéresse le plus, pour après faire un master dans tout ce qui est banque et assurance. Est-ce que tu as envie de retourner au Maroc? Pour les vacances, pas de souci, j'ai encore ma famille au Maroc. Comment tu vois ton avenir? Mon avenir, je le vois en France. Dina, bonjour. Bonjour. On s'est vu il y a quelques temps, on a parlé des États-Unis. Oui. Maintenant, on va parler de tout à fait autre chose, on va parler du sport. J'aimerais que tu me dises ce qui m'a surpris, parce que moi je connais la réponse. Qu'est-ce que tu fais comme sport? De l'haltérophilie. Haltérophilie? Ouais. C'est pas un sport de mec, ça? Un petit peu, légèrement. D'accord. Mais plus maintenant. Est-ce que tu as fait d'autres sports avant et tu t'es décidé pour ça ou c'était vraiment une envie directement? En fait, à la base, j'étais pas du tout sportive, mais genre vraiment pas. Mais mon cousin, il a commencé le culturisme. Et je le voyais progresser, etc. Et je me suis dit, oh, j'ai trop envie de faire ça. Donc je suis partie m'inscrire à une salle. Et le coach de ma salle, parce qu'on est une salle qui fait musculation et haltérophilie, m'a vu et m'a dit, toi tu seras bonne pour l'haltérophilie. Il m'a dit, viens mardi, on commence l'entraînement. Combien de jours d'entraînement par semaine? 4. Est-ce que... Ah ouais, donc c'est déjà niveau compète? Oui. Des titres? Championne régionale, départementale. J'étais un petit peu trop vieille pour continuer en junior, parce que je vais être majeure en mai, et la saison s'arrête en juin, juillet. Est-ce que ça a été difficile pour toi de t'intégrer dans un milieu plutôt masculin? Légèrement. Et quand certains voient au fur et à mesure de nos entraînements qu'on progresse et qu'on soulève légèrement un petit peu plus lourd qu'eux. C'est devenu un challenge? Ouais, c'est devenu un petit peu... on les voit nous regarder avec une légère admiration dans certains... Parce que l'haltérophilie, c'est quelque chose de très difficile. Ce qui était, on va dire, valorisant pour nous, c'est le fait d'être une femme et de savoir autant soulever qu'un homme. Dans les projets, là, je suis en train de passer mon brevet fédéral d'initiatrice en haltérophilie.
Et j'essaierai de continuer en tant que coach. Tu as envie de transmettre? C'est ça. J'essaye de voir dans quel lycée je pourrais aller pour voir ce que je pourrais faire après. Plutôt un bac littéraire. Ça travailler plus avec des livres, donc bibliothécaire ou dans l'histoire comme guide. Donc le CIO, Centre d'information et d'orientation, c'est une structure éducation nationale avec des personnels de l'éducation nationale au bénéfice d'un public très large, de la 6e jusqu'à la retraite. Les psychologues d'éducation nationale qui travaillent au sein du CIO ont un temps de présence également dans les établissements scolaires du second degré, donc les collèges et lycées publics du bassin, et permettent, lors de leur permanence, d'accueillir les jeunes, les parents, et travailler avec les équipes pour contribuer au parcours des jeunes, en particulier les parcours des jeunes qui sont les plus en difficulté et qui nécessitent une attention particulière. Donc ce salon, c'est un salon de l'orientation qui s'adresse aux familles et aux élèves qui sont actuellement en 3e pour leur présenter les offres de formation sur le territoire, que ce soit dans les lycées généraux et technologiques, lycées pro, CFA. On a rassemblé vraiment tous les acteurs de l'éducation à partir après la 3e du territoire. Alors, le maire de Buchelet, Paul Martinez, nous a très gentiment accueillis dans ses locaux pour permettre de l'organiser. Et l'année dernière, donc c'était la première édition sous cette forme-là, ça avait été piloté par Dominique Pinchera, qui était proviseur du lycée Saint-Exupéry. Et l'ensemble des acteurs, que ce soit les lycées, les formations post-3e, mais également les collèges et les familles, nous ont sollicité en disant que c'était un succès. Donc cette première édition avait été un succès. Ils nous ont vraiment invités à le conduire de nouveau cette année. Donc Claire, cette année, le CIO se sont repris le flambeau et on a pu constater, donc d'abord chez les exposants, une présence très complète. Il y avait plus de 35 exposants. Les visites, on n'a pas encore fait le décompte des visites, mais enfin, à l'image de la densité qu'il y avait cette matinée-là, ça a répondu à une véritable attente des familles et j'espère qu'ils auront trouvé des solutions. Cela vient en complément des portes ouvertes qui vont affiner les visites, ça vient en complément de tous les dispositifs déjà de liaison de 3e seconde qui existent. Mais ce moment-là, vraiment, à mon sens, samedi dernier, a été un succès. On le confirmera sans doute avec la lecture du nombre de visiteurs.